Après ce retour sur l'histoire de la terre promise, regardons maintenant les défis auxquels est confronté l'État israélien. Deux invités avec nous ce soir au Centre judaïque de Berlin. Joseph Schuster, bonsoir et bienvenue. Vous êtes médecin et depuis 2014, vous êtes aussi le président du Conseil central des Juifs en Allemagne. Merci d'être avec nous. Avec nous également Douki Dror, l'un des documentaristes israéliens les plus connus, auteur du film Mossad des agents israéliens parlent, dans lequel vous découvrirez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce service de renseignement. Bienvenue. Douki Dror, vous êtes né en Israël. Votre famille a dû fuir l'Irak dans les années 50, où elle était accusée d'être sioniste. Monsieur Schuster, votre famille, elle aussi, a été persécutée. En 1938, vos parents ont fui l'Allemagne nazie et se sont réfugiés en Palestine. Vous êtes né en 1954 en Israël. Que signifie pour vous personnellement la création officielle, il y a 70 ans, d'un État juif? La création et plus encore l'existence aujourd'hui d'un État juif ont une importance considérable pour tous les juifs, quels qu'ils soient, dans le monde entier. En raison de l'histoire, elle a une signification toute particulière pour les juifs allemands. Israël représente une espèce d'assurance-vie pour chaque juif, d'où qu'il vienne. En droit israélien, chaque juif peut immigrer à tout moment en Israël. Si l'État d'Israël avait existé dans les années 30, l'histoire ne se serait pas déroulée de la même manière. Douki Dror, c'est important pour vous qu'il y ait des commémorations officielles comme celle du 70e anniversaire de la naissance d'Israël. C'est important de se souvenir aujourd'hui, en particulier, au moment où les violences antisémites refont surface en Europe. Well, you know, growing up in Israel, it's a bit different. You have a different. Quand on a grandi comme moi en Israël, on porte un regard un peu différent sur toute cette situation. Alors bien sûr, il est important d'entretenir cette mémoire, d'affirmer cette histoire. Et pour les Israéliens, cet anniversaire est une journée très importante. Mais par ailleurs, arriver à cet âge de 70 ans, cela signifie aussi que la société israélienne a atteint un certain degré de maturité. Et c'est aussi l'occasion de nous pencher sur notre passé. Qu'est-ce que vous entendez exactement par maturité? Les premières années de l'État d'Israël correspondaient à un stade très différent. Il s'agissait alors de tenir, de survivre et de créer quelque chose à partir de rien. Alors qu'aujourd'hui, l'État hébreu est solide. Israël est un pays fort, avec des institutions fortes. L'économie israélienne est robuste, son armée est puissante. C'est un pays robuste, solidement implanté. Mais il lui reste à relever de nombreux défis politiques notamment. Mais quand on arrive à ce degré de maturité, on est amené à se demander comment résoudre une toute autre catégorie de problèmes, en particulier les problèmes politiques que nous avons avec nos voisins. Nous allons y revenir. Mais arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur cet antisémitisme. Nous avons effectivement connu ces dernières années en Europe un regain de l'antisémitisme. En France, par exemple, avec l'attentat de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, juste après celui contre Charlie Hebdo. À cette époque, Benjamin Netanyahou était venu en France et avait dit « Venez en Israël si vous ne vous sentez pas en sécurité en France ». Monsieur Schuster, qu'en pensez-vous? Les Juifs sont-ils plus en sécurité en Allemagne qu'en France? Ou pensez-vous qu'il y a aussi en Allemagne une nouvelle forme d'antisémitisme? Je ne pense pas qu'entre la France et l'Allemagne, les situations sont comparables. En France, les causes du phénomène remontent à plusieurs dizaines d'années déjà. Il y a eu l'arrivée de nombreux immigrés venus d'Afrique du Nord,
Ces personnes sont aujourd'hui les défavorisés de la société française, et c'est ça qui peut expliquer, en partie du moins, la montée de l'antisémitisme. Il n'y a rien de tel en Allemagne. Même si nous ne vivons pas non plus une situation paradisiaque, parce que chez nous aussi, depuis quelques années, depuis quelques mois, nous constatons que l'antisémitisme revient. Il y a d'abord ce chiffre, ce pourcentage remarquablement constant de la population allemande, c'est autour de 20%, qui se déclare plus ou moins ouvertement antisémite. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'antisémitisme est plus virulent qu'autrefois, mais force est de constater que, comme on dit, la parole s'est libérée, que l'antisémitisme s'affiche plus ouvertement. Et je suis certain que la droitisation très marquée de certains États voisins de l'Allemagne n'est sans doute pas étrangère au phénomène. Et bien sûr, nous avons connu en Allemagne la crise des réfugiés. Des milliers de migrants originaires de pays essentiellement musulmans sont arrivés en Allemagne. Ils ont bien souvent grandi dans un environnement dans lequel la haine d'Israël et des Juifs était en quelque sorte la norme. Et ils ne se défont pas de cette haine en arrivant en Allemagne. Cette évolution représente-t-elle à vos yeux un vrai danger pour nous ? C'est une évolution qui, personnellement, m'inquiète, une évolution qui interpelle, et il va falloir redoubler d'efforts pour expliquer à toutes ces personnes arrivées en Allemagne quels sont les principes qui fondent la vie en société en Allemagne. Il y a le refus absolu de l'antisémitisme, mais d'autres valeurs également, l'égalité entre hommes et femmes, le droit de chacun de voir respecter son orientation sexuelle, pour donner ces exemples parmi d'autres. Là, il va falloir faire un effort de pédagogie. C'est la société allemande tout entière qui est concernée, et plus particulièrement encore les associations musulmanes qui devront intervenir dans leur communauté. Duki Dror, dans le débat sur l'antisémitisme, on en arrive toujours à un moment à se demander comment distinguer entre, d'un côté, la critique du gouvernement israélien et de sa politique dans le conflit du Proche-Orient, et de l'autre, l'antisémitisme pur et simple. C'est à chacun de juger pour soi-même comment séparer les deux phénomènes. Prenons un exemple concret. Depuis quelques semaines, on assiste à une nouvelle escalade de la violence dans la bande de Gaza. La marche du retour organisée par les Palestiniens dans la bande de Gaza doit durer jusqu'au 14 mai, donc jusqu'aux commémorations de la création d'Israël. Vous qui vivez là-bas sur place, comment évaluez-vous la situation? Est-ce que vous pensez que la réponse militaire israélienne est adéquate? Tout d'abord, je pense que l'explosion de violence à Gaza, elle pourrait certes être spontanée, mais je crois qu'elle a au fond des racines politiques aussi. On le sent bien. C'est un mouvement qui est encouragé par le Hamas. L'idée étant que ce mouvement doit prendre l'ampleur qu'il connaît actuellement et franchir la frontière pour s'étendre en Israël. Alors, est-ce que l'armée israélienne a bien ou mal réagi? À mon avis, elle pourrait bien sûr se montrer beaucoup plus attentive au respect de la vie humaine. Et si des faits sont dénoncés, ils doivent donner lieu à des vérifications dans le cadre d'une enquête menée par l'armée et le pouvoir judiciaire. Oui, mais précisément, le gouvernement israélien ne permet pas ce type d'enquête. Monsieur Schuster, d'après vous, dans ce cas précis, est-ce à nouveau une forme déguisée d'antisémitisme si on se permet de critiquer Israël dans ce cas précis? C'est envisageable? Vous dites, a-t-on le droit de critiquer Israël? Mais qu'est-ce qu'on critique au juste? Il ne faut pas confondre la cause et les effets. Au départ, il y a une manifestation palestinienne. Et quand j'apprends ce que je déplore, je tiens à le préciser, que des enfants ont été tués, il y a une question que je me pose.
et c'est une question que tous les parents se poseraient, quand il y a une manifestation et que cette manifestation risque de dégénérer, est-ce que je laisse mes enfants aller manifester? Je ne comprends pas. Je ne pense pas que dans une situation analogue, je laisserais mes enfants, enfin pas mes enfants, mes petits-enfants, aller manifester. Oui, bien sûr, mais c'est quand même la violence militaire qui cause les morts dans cette manifestation. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, revenir sur le principe du processus de paix au Proche-Orient et que l'on se demande où il en est aujourd'hui. Monsieur Dror, nous sommes ici ce soir parce qu'on s'apprête à célébrer les 70 ans d'Israël. Pour vous qui vivez sur place, votre avis personnel donc, y a-t-il encore un espoir de voir un jour ce processus de paix redémarrer? Ça dépend de la volonté des décideurs politiques de part et d'autre. Et pour le moment, il semble qu'aucun des camps ne soit vraiment déterminé à faire progresser ce processus de paix. Mais bon, moi, je vis sur place et je connais beaucoup de Palestiniens. Et au fond, j'ai le sentiment que, au plan humain, dans la manière dont s'organisent les relations entre les deux peuples, il n'y a pas vraiment de problème énorme. Le vrai problème, c'est le manque de volonté et de courage de nos dirigeants politiques. Des deux côtés. Oui, des deux côtés. Et comme aujourd'hui, le conflit a pris un tour plus religieux que nationaliste, il devient encore plus difficile de dégager une solution. Mais il va bien falloir arriver à une solution. Et il n'y en a pas d'autre que la séparation entre les deux peuples, avec deux sociétés qui doivent vivre côte à côte, et chaque partie devra réaliser ce à quoi elle aspire. Donc, selon vous, une solution à deux États, exactement comme elle avait été envisagée il y a 70 ans? Monsieur Schuster, pour conclure, vous pensez que c'est encore possible? Il est très difficile d'y croire par les temps qui courent, mais en Israël, on dit que celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Alors espérons que le miracle va se produire. Très belle conclusion, mais j'aurais encore une question pour vous, Monsieur Dror. Une question sur votre film que nous allons découvrir dans un instant. Un documentaire sur le Mossad, ses agents, ses méthodes et ses actions sulfureuses. Jusque-là, rien n'avait jamais filtré. Les secrets du Mossad étaient bien gardés. Comment avez-vous réussi à faire parler autant d'anciens agents et d'officiers de haut rang devant votre caméra et à leur faire transgresser la loi du silence? Il a fallu faire preuve de beaucoup d'opiniâtreté. Je trouvais qu'il était très important de raconter cette histoire. Parce que parfois, et en particulier dans cette région, l'espionnage, les actions du Mossad débutent là où la diplomatie n'est pas elle-même parvenue à ses fins. Et le Mossad, ce ne sont pas seulement des agents qui tuent des personnes ou qui essaient d'empêcher des attentats terroristes de grande ampleur. Non, le Mossad, c'est aussi une agence qui, en quelque sorte, se substitue au ministère des Affaires étrangères et qui tente de faire avancer les processus lorsque la diplomatie n'y parvient pas. Il m'a fallu beaucoup de patience pour réunir les autorisations nécessaires pour faire ce film. Il m'a fallu en fait presque un an pour obtenir en particulier l'accord d'un ancien agent du Mossad. Et à partir de là, quelques autres ont suivi. Et je crois qu'au fond, ils avaient envie de raconter leur histoire. Et ce qui, moi, m'intéressait avant tout, c'était leur dilemme, la dimension humaine de ces histoires. Et j'imagine que c'est pour cela que j'ai finalement pu accéder à ces personnes. Oui, et c'est effectivement une des grandes forces de votre documentaire que nous allons voir tout de suite. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Après le traumatisme de la Shoah, Israël voulait et devait prouver sa force au monde. Une démocratie forte, la plus forte de la région, une économie forte, des services secrets forts, Mossad, des agents israéliens parlent. Restez avec nous.